La rentrée littéraire est un peu comme la foire au vin, une soupe de critiques et autres astuces et conseils pour choisir le bon cru, le bon livre. Mais qu'est-ce qu'un bon livre, si ce n'est celui qui divise la critique au point que Libé décide d'en faire sa une et de crier à qui veut l'entendre: Une semaine de vacances de Christine Angot, un chef-d'œuvre. Et puis il y a les autres, hein, ceux qui ont la main sur le livre et l'autre main en train de tenir un petit sac en papier pour vomir qui s'insurge, mais acceptent bien volontiers, unanimement, de dire que même si le fond du livre est insoutenable, l'écriture ne laisse pas indifférent. Christine Angot est alors la reine de cette rentrée. Un paradoxe à mes yeux, parce qu'avec un livre où l'identité est bafouée, rejetée, Christine Angot prend la place du « je », première personne du singulier, dans chacune de ses interventions, avec la subtilité de ne jamais dévoiler ce « je » fragile derrière l'apparence de la femme forte, ou en tout cas injuste avec elle-même. 646, c'est le nombre de romans qui vont sortir en nouveauté de fin août à octobre. Et dans les 646 romans très attendus, ou presque, une semaine de vacances suscite l'intérêt. Alors pourquoi? Un remake de Inceste, me diriez-vous? Non, pas du tout. Une semaine de vacances traite de rapports sexuels entre un enfant et un adulte, certes, mais avec cette double particularité nouvelle chez l'écrivain, le souffle fluide de l'écriture, comme de la lecture par ailleurs, et le texte s'articule comme un procès verbal. Et j'aimerais m'arrêter sur ce thème, avec cette idée de Christine Angot évoquée sur le plateau de Canal+. On demande à un tueur ce qu'il ressent quand il tue, mais on ne demande jamais à celui qui est tué ce qu'il ressent. Cette phrase m'a interpellée parce que, en effet, on ne parle pas aux morts, et pour cause, on est mort. Et quand on s'adresse aux vivants, on s'adresse aux victimes. On fait un procès verbal. Donc une idée de porter plainte pour sauver son honneur, ou en tout cas faire en sorte que ce drame corresponde à ce fameux plus jamais ça. Mais ce plus jamais ça, il est vicieux, il est corrompu, un souffle qui s'étrangle en silence de l'absurde, et c'est l'instinct de survie qui se met en mode automatique. Je ne ressens plus rien. Le je devient froid, rigide, parce qu'il ne peut plus ressentir autre chose que souffrance et autodestruction, comme une note de musique assourdissante qui continue en boucle. Alors comment fait-on pour couper le son? On n'entend plus. Et quand on n'entend plus, on n'entend plus rien du tout, même les belles choses. Alors la place du « je », hein, toujours cette première personne omniprésente en général dans les romans de Christine Angot, eh bien qu'elle se défende de dire qu'elle n'est pas elle, qu'elle ne fait pas son autobiographie, elle parle en son nom. Celui d'une femme qui s'est fabriquée après la torture de l'être évoqué subtilement, laissant la place au doute, ne se positionnant jamais en victime, celui qui finalement pourrait refaire sortir quelque chose. Le détachement de son être la positionne alors en justicier, en celle qui parle sans la part psychologique. Le il, le elle qui jongle tout le long de la lecture, mais jamais le tu qui pourrait tuer une bonne fois pour toutes son bourreau. En outre, le « je » disparaît dans l'écriture, réapparaît dans la présentation du livre à chaque intervention. Un jeu maladroit, un jeu de société dont elle a écrit les codes avec élégance. Elle parle, elle avoue, l'enquête commence et le criminel court toujours. Elle explique au cours de ses interventions un point très intéressant qui dit en substance que lorsqu'un enfant est victime de pédophilie ou d'inceste, il faut qu'il parle, qu'il dénonce, qu'il prenne le téléphone, qu'il parle à l'école, aux grands, à la police. Mais cet être, à l'instant même de la brutalité du geste et du mot, je pense aux violences psychologiques, n'est plus jamais dans son corps. Son esprit quitte le monde et il devient zombie, fantôme de lui-même. Il se coupe de tout et dans ces conditions, le « je » vient de mourir. Alors comment aller sauver sa peau? Comment dénoncer si ce « je » est déjà mort? D'où la réponse de Christine Angot. A-t-on demandé ce que ressent une personne quand elle meurt? Ben non. Parce que soit elle est victime, soit elle est morte. Et pourtant, on peut mourir dans un corps brisé et vivant cliniquement. C'est donc ce qu'elle va démontrer jusqu'à la page 43, cette fameuse page. Elle va décrire des scènes sexuelles cliniques dont la machine, le corps, ne pense plus. Ce corps, il est vivant, mécanique, médicalement en train d'effectuer des gestes, des mouvements, dont l'esprit est témoin. Et c'est un jeu d'écriture dont la virgule réveille l'énergie au niveau du plexus solaire, la colère.
On n'aime pas ce livre, s'expliquent les critiques. Il est juste audacieux, agile, suscite le malaise. Il est émotionnellement fort, alors que l'auteur dessine le caractère fort de la rigidité émotionnelle dans son livre. Que du paradoxe qui fait de l'écrivain une magicienne. Une semaine de vacances n'est donc pas de tout repos. Emprunt à un caractère puissant qui manque de justice, de droiture, de moralité, de respect, Christine Angot évacue, expulse, éjecte l'écho d'autres tombes de l'enfant qui crie son droit d'exister. Injustice de l'être, injustice de ne pas être protégé, trahison qui colle au cœur de l'être au point de devenir personne, ou alors des êtres caméléons, pour séduire, plaire, être aimé par celui estimé. Injustice qui n'a pas pu dire non de celui qui se sent humilié, s'auto-punissant, créant un monstre incapable de ressentir et d'exprimer. Et le respect se négocie, se mendie aux portes de l'enfer, quand l'enfant comprend très tôt qu'il est apprécié pour ce qu'il fait et non pour ce qu'il est, alors l'être se met à genoux dans les toilettes, avec cet impendice masculin qui fait toute la force, dans la bouche de celle qui fait toute la vulnérabilité. L'inflexibilité de l'être qui se situe au niveau de la haute couture de la névrose, dont l'idée du mourant de l'âme n'a aucun droit, mais des devoirs. Alors ce livre est un témoignage, un procès verbal, une main courante qui court sur les cendres d'une blessure qui suinte encore. Ce livre évoque la maltraitance physique et psychique sans en faire la psychanalyse, ce qui est encore un paradoxe, à l'heure où on déballe tout, et que l'impudeur de l'esprit résonne dans un confessionnal d'un jeu de télé-réalité, où chacun de nous peut s'identifier ayant vécu la trahison au moins une fois dans sa vie, la malice de l'incompréhension des autres, la violence des propos et des gestes, parce que l'émotion est exacerbée dans cette prison aux centaines de caméras, dont le voyant rouge et le trou de serrure où l'on scrute, surveille, dont le voyeurisme est lu et approuvé, signé ici, merci. Mais Christine Angot prend le parti d'être subtile dans cette analyse psychologique pour ne pas expliquer le geste, pour ne pas trouver les excuses et finalement pardonner, parce qu'on ne pardonne pas à la violence et à la maltraitance. Et que dire quand c'est de la maltraitance contre soi? Et ce thème est finalement universel. La maltraitance de notre être, de celui qui est victime de ses propres automutilations de l'esprit, qui n'est pas en accord avec lui, qui se prostitue pour survivre, qui cherche un peu de reconnaissance, non pas dans la valeur de son être, mais dans le mérite, parce que l'époque veut ça. On accorde de l'importance à l'autre selon ses diplômes, selon ses missions, selon ses distinctions, selon ce qu'on en dit. On a peur de ne plus avoir le contrôle de notre vie, on s'accroche obstinément à tout et finalement à rien. Parce que nous ne savons plus vraiment qui nous sommes, nous avons déconnecté notre être de notre corps, nous sommes alors médicalement vivants et tristes, froids, inflexibles, rigides, nerveux, stressés.